Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 79 si je ne m'abuse, bientôt l'épisode 80. Et du coup, on va commencer directement avec les news de la semaine évidemment. Première news, c'est au niveau de Edge qui va mourir, voilà. Edge va mourir. Bon, c'était le gros pitch que beaucoup d'articles ont mis, genre Edge va mourir, Microsoft tue Edge ou autre chose. Alors, techniquement, Edge ne va pas mourir, mais Edge va mourir. En gros, Microsoft a décidé d'arrêter le développement de son moteur de rendu web, HTML, même JavaScript et tout ça, qu'utilisait Edge. Donc, évidemment, ce moteur, c'est ce qui fait tourner justement le navigateur. Donc, c'est ce qui affiche les pages web, c'est ce qui interprète les pages web et tout ça. Et ils ont décidé d'arrêter le développement et d'utiliser tout simplement Chromium. Chromium est le moteur de rendu utilisé par Chrome, évidemment. Opera aussi maintenant. Et il est évidemment en partie... Alors, il est développé par Google, mais il est en open source. Ça veut dire que vous pouvez aller chercher les sources de Chromium, les modifier, compiler et faire votre propre navigateur si vous voulez. Un peu ce qu'a fait Opera au final. Ça veut dire aussi que les trackers Google, tous les espions, on va dire, Google, ne sont pas encore dans le truc Chromium. C'est quand Google fait Chrome, c'est là qu'ils mettent tous leurs espions, leurs trucs pour voir un petit peu ce que font les gens un petit peu partout sur Internet et tout ça. Donc, ça, il faut le préciser, c'est assez important selon moi. Mais du coup, oui, plus de Edge techniquement, Edge sera juste basiquement très proche de Chrome. Ça veut dire que les extensions Chrome marcheront sur Edge. Ça veut dire que vous aurez les mêmes compatibilités aussi. C'est-à-dire que si une page ne fonctionne pas sur Chrome, elle ne fonctionnera pas sur Edge. Mais si elle fonctionne sur Chrome, elle fonctionnera sur Edge. Et du coup aussi, Microsoft participera aussi du coup au projet Chromium. C'est-à-dire que si il y a un bug ou autre chose, ben, Microsoft le fixera dans Chromium et ça le fixera pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en quelque sorte. Mais au final, la mauvaise nouvelle, c'est que l'intérêt de Edge, c'est qu'il n'avait pas le moteur de rendu Chromium. Si il utilise le même moteur de rendu, pourquoi utiliser Edge en fait? Pourquoi ne pas utiliser tout directement Chrome ou directement Chromium? Vous pouvez installer Chromium, hein, genre, vous n'êtes pas obligé de le compiler par vous-même, vous pouvez installer Chromium de base et tout ça, et il est même plus récent que Chrome, parce que c'est évidemment la version qui est en cours de développement, et vous avez même plus de fonctionnalités et tout ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au final, oui, on a juste Chromium, donc autant juste ne pas installer Edge, enfin, autant juste ne pas utiliser Edge, parce qu'il est évidemment installé par défaut. Donc, voilà pourquoi beaucoup de gens disent qu'il est mort, basiquement, et pourquoi Microsoft a littéralement tué son navigateur, parce que au final, maintenant, ce sera plus basiquement une copie de Chrome. Alors, tout n'est pas totalement sombre à l'horizon, évidemment. Vu que Microsoft va rejoindre un petit peu le développement, on ne sait pas à quel point, à mon avis, pas énormément, parce que l'une des raisons pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour pouvoir couper certainement des emplois. Je ne sais pas combien de personnes travaillent sur Edge, mais à mon avis, ça devait être pas mal de personnes. Du coup, ils vont pouvoir en sacrifier pas mal, ils vont garder ceux qui travaillent surtout au niveau de l'interface graphique, à mon avis, pour personnaliser quand même Chromium, pour que ça ressemble plus à Edge. Et du coup, on arrive à une situation voilà, où ils ont très peu d'employés, mais ils ont quand même suffisamment pour personnaliser ce Edge Chrome. Comment on va l'appeler? Chrome Edge? Chrome Edge, voilà, Chrome Edge, qu'on va l'appeler. Ce Chrome Edge pour qui leur ressemble à eux et tout ça. Donc Edge existera toujours, juste pas sous la même forme. Je ne crois même pas qu'ils vont changer le logo ou changer... Ils vont juste rien changer, je pense, parce qu'ils ne veulent pas perturber les gens sur leur PC, tout simplement. Et du coup, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Juste fun fact d'ailleurs pour information, vous avez toujours Internet Explorer installé sur Windows 10, oui, il existe toujours, il est caché quelque part, mais il existe toujours. Je vous le recommande peu chaudement à utiliser, même genre d'un point de vue sécurité, c'est très mauvais tout ça, mais il existe toujours. Du coup, même si Edge serait arrêté, il y a de fortes chances que techniquement vous pourriez toujours avoir l'ancienne version de Edge, juste qu'elle sera plus update niveau sécurité, tout ça. C'est assez dommage parce que comme je l'ai dit avant, c'est que basiquement maintenant, même Opera est passé sur Chromium, c'est-à-dire que le seul navigateur qui continue de survivre, le seul navigateur connu qui continue de survivre à la vague Chromium, c'est Firefox, basiquement. Firefox a toujours son propre moteur de rendu, son propre moteur d'affichage, tout ça. Voilà, Firefox est encore indépendant. Même s'il copie un petit peu graphiquement Chrome, il reste indépendant.
Et c'est l'un des derniers grands navigateurs. Vous avez aussi un nouveau navigateur qui est pas trop mal, franchement. C'est par les anciens créateurs d'Opera. C'est Vivaldi que ça s'appelle. N'hésitez pas d'ailleurs à le tester pour voir si vous aimez bien. C'est l'un des seuls vraiment gros navigateurs qui arrive en ce moment, qui pourrait apporter un petit peu de la fraîcheur dans le milieu, parce qu'actuellement, oui, avec cette nouvelle-là, on est en mode, autant juste utiliser Chrome ou Chromium à la limite. Si vous n'aimez pas Google, utilisez Chromium, et puis voilà, quoi, ça revient juste au même. Donc c'est assez dommage. Personnellement, j'en ai plus en plus marre de Chrome. Il bug pour des conneries, il est juste bizarre, en fait. Surtout, des fois, j'ai des drôles de problèmes de performance. Je me demande, c'est parce que j'utilise beaucoup de comptes sur Chrome pour information, mais j'ai déjà essayé de reset et tout ça. Des mises à jour ont amélioré les choses, mais juste, je me rends compte que quand je charge une vidéo, par exemple YouTube dans Firefox, elle marche beaucoup mieux. D'ailleurs, les vidéos Texama sont toujours faites sur Firefox pour information. J'essaie de retrouver ma souris là, voilà. What? Ah ok, non, elle est là. Je voyais mon double de souris sur l'autre écran, c'est pas grave. Donc vous voyez que j'utilise Firefox, ça ressemble à l'interface Firefox, parce que c'est Firefox tout simplement. Et que j'en ai marre de Chrome, donc ouais. Donc mauvaise nouvelle, globalement, selon moi, et peut-être bonne nouvelle pour ceux qui s'en fichaient de Edge et qui veulent juste un Chrome qui marche mieux, parce que techniquement, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont l'utiliser, c'est-à-dire plus de mises à jour de sécurité, et peut-être même plus de meilleures fonctionnalités, même si Chrome devient un petit peu trop lourd. Ensuite, une autre news, c'est au niveau de Qualcomm qui a du coup annoncé, et c'est officiel, le Snapdragon 855 qui sera évidemment le remplaçant du 845 qui sera dans à peu près n'importe quel téléphone haut de gamme de 2019 sauf les Samsung en Europe et aussi certains téléphones Huawei qui du coup utiliseront toujours leur processeur à eux et puis certains peut-être téléphones un peu plus obscurs. Mais globalement, vous allez le voir partout. Donc c'est évidemment un processeur très important vu son utilisation, enfin sa future utilisation. Donc Qualcomm promet 45% de performance en plus pour le CPU et 20% pour le GPU. Le voilà d'ailleurs sur un wafer de lui-même en réalité. Donc ça c'est le processeur un peu fini et ça c'est le cœur du processeur. Pour ceux qui n'auraient jamais vu d'ailleurs, ouais. Donc ça c'est du silicium en fait. Et chaque carré que vous voyez, c'est un Snapdragon 855 qui vient de sortir du processus de fabrication. Ou plutôt de... oui, c'est vraiment fabrication, mais c'est assez spécial comme fabrication. Ça veut dire, oui, que vous voyez, sur les bords, il y a des moitiés de processeurs. Ceux-là, ils marchent pas. Hein. Je tiens à le préciser. Ce qui est assez... Ça peut paraître contre-productif de faire un rond, mais c'est la façon dont on fait les processeurs, c'est souvent avec de l'optique, parce qu'il faut... C'est un peu spécial, c'est un peu comme... Je vais te donner un exemple, c'est un peu comme si vous utilisiez un projecteur pour projeter sur un mur un dessin pour pouvoir le refaire vous-même à la main. C'est un petit peu la même chose. Pas exactement pareil, évidemment, hein, ne me trompez pas là-dessus, mais c'est un peu le même genre de principe en quelque sorte. Sauf que là, évidemment, c'est des machines et tout ça, et c'est fait à une échelle beaucoup plus petite. Juste le fun fact. Ce Snapdragon 855... Du coup, le voilà d'un point de vue schéma visuel. Ça ne veut pas dire grand-chose. Devinez où est le processeur, d'ailleurs. Parce que, évidemment, bon, tout ça, c'est le processeur. Mais c'est plus genre... Il y a tellement de trucs sur les processeurs mobiles qu'il y a... Vous voyez, il y a le modem. Donc ça gère la 4G. Peut-être plus tard la 5G. Vous avez un module pour le Wi-Fi. Donc ça, vous reconnaissez. Le module sécurité, ça serait plus comme un peu comme la puce Apple avec gestion de la sécurité. Donc ça sera pour le lecteur d'empreintes ou autre truc dans le genre. Mais du coup, où est le vrai processeur? Il est là. Oui, le Cryo 485, le tout petit truc en bas à gauche. Ça peut paraître contre-productif, mais c'est basiquement le processeur. Au-dessus, vous avez le GPU, et pendant que j'ai une notification, au milieu, vous avez le Hexagon 690, qui est en gros un processeur orienté intelligence artificielle. Bizarrement, oui, les trucs d'intelligence artificielle sont toujours énormes dans les processeurs. Et du coup, là, on voit un petit peu à quoi ressemble le CPU, justement. Donc, vous avez une nouveauté, c'est des Prime Core qui, du coup, ça utilise le principe que certaines applications, certaines choses ne sont pas optimisées multicœur. Ce qui est assez surprenant parce qu'on pourrait se dire que sur mobile, vu que tout est multicœur, ça devrait être le cas. Mais il y a toujours des trucs qui ne le sont pas totalement. Du coup, le Prime Cœur, c'est juste un cœur qui est un peu plus haut niveau fréquence et qui offre du coup des meilleures performances pour tout ce qui est un peu monocœur ou tout ce qui ne peut pas utiliser du multicœur ou tout ce qui
par défaut, il y a aussi un problème qui arrive des fois, c'est que même si les trucs sont multicœurs, des fois les tâches sont mal réparties, il y a beaucoup de tâches qui finissent sur le premier cœur. Donc ça permettrait de, évidemment, régler en partie le problème. Puis vous avez 3 cœurs à 2,4 GHz, par exemple, qui sont des performance cores. Donc là, c'est comme le principe classique des processeurs ARM depuis pas mal de temps. Vous avez des gros cœurs performants, et puis vous avez des plus petits cœurs qui sont là, les 4 ici à 1,8 GHz, qui sont des cœurs qui n'ont pas besoin de performance, qui ont juste besoin de fonctionner de manière efficace. Notamment peut-être ceux qui géraient toutes les updates en arrière-plan. Par exemple, si vous avez une notification, ben, ce serait plutôt eux qui les géreraient, parce que la notification n'a pas besoin d'être performante ou autre chose. Donc, au final, par rapport au Snapdragon 845, ce qui change surtout, c'est le fait qu'un des 4 cœurs, des gros cœurs, est encore plus gros en quelque sorte. Pas vraiment, enfin, il est juste à une fréquence plus haute et ça offre des meilleures performances. Autre nouveauté, je le recherche pour le montrer, c'est qu'il utilise le process de TSMC en 7 nanomètres, donc comme les derniers processeurs de chez Apple. Et du coup, ben, on passe, il me semble, oui, ils étaient en 10 nanomètres avant, par information, et ils passent en 7 nanomètres, ce qui devrait offrir des bonnes petites performances, pas autant qu'on va avoir peut-être sur PC fixe en passant du 14 nanomètres au 7 nanomètres directement, mais quand même des bonnes petites performances. D'ailleurs, en parlant de gravure, de finesse de gravure, on aura une news juste après avec ça au niveau de Intel. Et du coup, c'est principalement les grosses différences, hein, vraiment. Juste meilleur, en gros, au niveau de l'architecture, ils ont juste tweaké des petits trucs par-ci par-là. Le gros du changement de performance viendra du fait que c'est gravé en plus petit. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Ça offre quand même des performances. D'ailleurs, voilà le processeur à côté d'une pièce, pour ceux qui se demandaient la taille que ça faisait. Le truc que je trouve par contre un petit peu dommage, ça va être bien, hein, genre niveau efficacité aussi, ça va être plus efficace évidemment au niveau énergétique. Ils n'ont pas juste augmenté les performances, ils en ont profité pour diminuer certainement un petit peu la consommation au passage. Mais ce que je trouve un petit peu dommage à chaque fois, c'est le fait que, au final, avoir un processeur hyper puissant, c'est bien, mais moi, je trouve que ce qui manque un petit peu d'amélioration, c'est le GPU. Et vous voyez, là, le GPU, par exemple, il a juste 20% en plus, alors que le processeur a 45%. Mais le truc, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de puissance CPU dans un téléphone mobile? Moi, je pense qu'on a besoin de plus de GPU. Hein. Le GPU a vraiment du mal à suivre et tout ça. Donc, ouais. Et aussi, un autre truc qui a du mal à suivre, surtout sur Android, c'est le développement. Enfin, le fait de parfaitement utiliser ces processeurs et tout ça. Apple le démontre avec leurs processeurs, ils savent les utiliser à fond et justifier même le fait par le passé, ils avaient moins de cœur et tout ça, mais ils étaient juste tellement mieux optimisés, tellement mieux utilisés que ça changeait tout en fait. Donc ouais, mais bon, évidemment, Qualcomm ne peut pas forcer Google à mieux développer ou forcer n'importe quelle marque comme Samsung ou autre chose à mieux développer leur version d'Android custom. Donc voilà, c'est le mieux qu'ils puissent faire globalement. Mais bon, on devrait avoir quand même des meilleures performances. Le Prime Cœur devrait pas mal aider, je pense, dans certaines tâches plus ou moins importantes. Et aussi, oui, voilà, ils ont le support de la 5G, ce qui peut être bien, on verra bien, je ne sais pas trop. C'est pas une news, petit truc rapide d'ailleurs, c'est que il y a pas mal de... oh non, on en parlera justement après. Autre news, au niveau de... Alors ça, c'est une news que je ne voudrais pas en parler parce que c'est genre, je trouve ça juste, what? Comment ils ont pu faire ça en gros? Mais nous y voilà, on est obligé d'en parler parce que ça arrivait. Donc l'Australie a passé une loi pour en gros foutre en l'air les encryptions dans leur pays. Donc ça veut dire que vous, une société ou autre chose ne pourrait plus utiliser des encryptions aussi fortes, ou ils seraient obligés en tout cas de laisser une porte d'entrée pour tout ce qui est officiel, donc la police et tout ça. Donc en gros, ils ont juste foutu en l'air les encryptions dans leur pays. Ce que j'aime pas avec cette news, c'est premièrement, c'est une idée complètement stupide. Je vais vous donner un exemple après que vous pourrez même expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien en encryption pour juste comprendre à quel point c'est stupide. Donc ça, premièrement, c'est complètement stupide. Deuxièmement, ça ne servira à rien. Et troisièmement, ça ne profitera à personne, à part les gens qui, justement, faisaient déjà des mauvaises choses avec l'encryption ou autre chose. Donc ouais. Pourquoi c'est vraiment mauvais? On va donner un exemple. Un exemple qui, selon moi, devrait
plus ou moins bien vous expliquer. C'est imaginer que le gouvernement français, c'est évidemment juste représentatif, ce n'est pas un exemple, c'est pas représentatif de la vérité, mais imaginez que le gouvernement français dit ah, on a des gros problèmes, vous voyez, genre, des fois on arrive chez les criminels et comme la porte est fermée, évidemment, ben, on est obligé d'enfoncer la porte. Mais le problème, c'est qu'en enfonçant la porte, on prend tellement de temps à les attraper qu'ils se sauvent ou qu'ils ont le temps de détruire les preuves ou autre chose. Et puis des fois aussi, si on n'a pas le temps d'ouvrir la porte, on peut pas aider des personnes qui en auraient besoin et tout ça. Du coup, c'est comme si le gouvernement français, en ayant ce problème, se disait hey, on va faire en sorte que, en gros, chaque serrure qui est vendue en France est obligée d'avoir un mécanisme qui fait que la police peut avoir une clé universelle en quelque sorte qui permet de rentrer dans n'importe quelle maison qui utilise une de ces nouvelles serrures. Bon, évidemment, évitons le fait que ce soit pas totalement possible dans la vraie vie, ou que même les gens l'acceptent, mais imaginons que les gens se disent « Ah oui, c'est logique, vous voyez, c'est genre, oh, c'est pour nous aider, c'est pour aider à attraper les criminels, c'est pour aider à même sauver les gens des fois. Ok, autorisons-le. La loi passe, et du coup, vous allez me dire bah, que ça change. » Mais si vous regardez de plus près, vous allez voir beaucoup de problèmes. Premier problème, c'est que même si vous avez cette clé universelle, le truc c'est que, enfin ce qui pose vraiment problème, c'est que si une clé universelle existe, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'un petit peu intelligent de juste prendre une serrure qui existe en magasin ou autre chose et juste refaire une clé universelle lui-même? Vous voyez un petit peu? Ça pourrait arriver. Donc, se dire qu'une personne mal intentionnée pourrait trouver cette clé universelle, pourrait la fabriquer lui-même et accéder à n'importe quelle maison en France sans même s'embêter, en fait. Deuxième problème, qui garantit que tout le monde dans la force de police est bien intentionné? Il y a peut-être des gens qui sont mal intentionnés, il y a peut-être genre quelqu'un qui a eu un divorce avec sa femme qui va utiliser la clé universelle pour faire des choses pas bien. Ça pourrait arriver totalement. Donc ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, c'est est-ce que les criminels vont utiliser des serrures qui ont une clé universelle? Non, ils vont juste en acheter sur eBay, ils vont en importer d'un autre pays où il n'y a pas de clé universelle, où ils vont les fabriquer eux-mêmes, et quand la police va arriver et utiliser sa clé universelle, ça ne marchera pas, et ils ne pourront pas rentrer. Ça peut paraître ridicule comme exemple, mais c'est exactement la même chose que avec l'encryption. Si vous foutez en l'air l'encryption, les gens normaux, les gens qui profiteraient d'avoir une meilleure sécurité, vont se retrouver dans une situation où ils sont moins bien protégés parce que les gens mal intentionnés vont utiliser les mêmes failles ou les mêmes portes des espèces de portes d'arrière-plan, vous voyez, un peu, c'est des portes de service en quelque sorte, qui ont été laissées pour la police, mais qui vont être utilisées par des gens mal intentionnés. Donc l'exemple de la clé universelle, ils vont juste la fabriquer eux-mêmes, ou même la voler à la police, ça peut arriver. Et puis ensuite, les criminels vont juste utiliser leur propre encryption, ou juste, ils vont juste contourner en fait. Donc ça peut paraître bien dans un... Leur pitch est évidemment, genre ça montre que les avantages, ils disent ouais, que les terroristes, les criminels, les pédophiles et tout ça utilisent l'encryption pour se cacher sur Internet et qu'on peut pas les arrêter à cause de ça et que du coup, grâce à ça, ils vont pouvoir les arrêter. Mais au final, les gens qui font vraiment des choses illégales vont juste utiliser une autre méthode d'encryption, fabriquer des choses eux-mêmes. Ils trouveront un moyen, il y a toujours un moyen de contourner, et les gens normaux, qui eux ne savent même pas ce que c'est l'encryption, vont se retrouver avec des méthodes d'encryption qui... d'ailleurs, je dis encryption, mais c'est pas encryption, c'est un faux ami d'ailleurs, encryption. C'est normalement... je ne sais plus exactement le nom, c'est encodé? Non, je ne sais plus exactement. Dans tous les cas, encryption, ça marche aussi, vous comprenez le principe, dans tous les cas. Ils vont juste utiliser des méthodes qui sont du coup pleines de failles de sécurité, littéralement, et vous verrez plus de failles dans des gros sites, vous verrez plus de fraude et tout ça, parce que des gens qui normalement utilisaient quelque chose qui était sécurisé ne sera plus sécurisé, parce que, basiquement, quelqu'un fait une backdoor derrière. Donc ouais, la raison pour laquelle j'en parle, vous allez me dire, mais Aurélien, on n'est pas en Australie, qu'est-ce que tu parles? C'est un précédent, c'est basiquement... Il y a d'autres pays qui vont regarder ça, qui vont se dire, on va faire la même chose. Pourquoi? Parce que le truc, c'est qu'en mettant ce genre de loi en place, comme les gens normaux sont moins bien protégés, vous pouvez faire des choses plus facilement. Ça facilite le travail des fois un petit peu de la loi, évidemment, mais pas forcément pour des bonnes choses en réalité. Et
au final, ça n'aidera pas à attraper vraiment beaucoup plus de criminels. Ça va juste permettre de faire des choses pas forcément bien envers les gens normaux, plus facilement trouver des informations sur eux et tout ça. Donc ouais, je vous le dis clairement, c'est un mauvais précédent et il y a des pays qui vont essayer de faire la même chose. Si vous voyez un truc arriver en France, en partie ou autre chose, faites très attention. Partez du principe que c'est quelque chose qui ne doit jamais passer. Ça n'aidera personne à part les criminels, vraiment. Ensuite, autre news, on passe au niveau news hardware d'ailleurs. Intel va sortir un Intel Nuke. Les Intel Nuke, c'est pas genre Nuke comme genre Fallout. Déjà, c'est moins buggé que chez Fallout. Ça, c'était facile. Non, c'est NUC. Donc, c'est des mini-PC en réalité. Vous avez déjà dû les voir, les Intel Nuke. C'est des mini-PC avec un bon processeur en général, un petit SSD, 4 Go ou 8 Go de RAM. Et ça permet à monsieur tout le monde d'avoir un tout petit PC que vous pouvez même fixer derrière une TV, derrière un écran. Et c'est plutôt pas mal en réalité. C'est même, selon moi, en partie l'avenir de pas mal de PC. Et vous en verrez de plus en plus. Du coup, ils ont annoncé un Intel Nuke avec un Weaker 16 threads qui devrait sortir pour 2019, voire 2020, c'est un peu loin. Et le gros truc avec ce processeur, j'avais dit qu'on en reparlerait, il est gravé en 10 nanomètres. Yup. Intel, si vous n'avez pas suivi ces derniers temps, Intel avait énormément de mal avec le 10 nanomètres, donc le processus de gravure en 10 nanomètres. Et du coup, ils se sont dit, oh, on va sauter directement au 7 nanomètres. Mais ils vont quand même sortir certains processeurs. C'était déjà arrivé par le passé un truc pareil pour information. Pour ceux qui se souviennent c'était Broadwell. Il me semble que c'était Broadwell, ouais. Il y avait une génération de CPU qui était sortie juste dans certains trucs très spécifiques et qui avait été juste ignorée directement par Intel eux-mêmes. C'est un peu la même chose. En gros, vous n'allez pas en voir pour monsieur tout le monde. Vous allez juste en voir dans certains produits très spécifiques, fabriqués en quantité très minime. Vraiment, genre là, un processeur, normalement Intel, ils en fabriquent à des millions. Là, ce sera, enfin même des dizaines de millions. Là, ce sera fabriqué peut-être à des centaines de milliers à la limite, et pas vraiment plus. Du coup, c'est intéressant. Ça permettra quand même d'avoir un mini PC très puissant. Mais bon, ça fait quand même un petit peu bizarre. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment plus d'informations. Il y a une roadmap, mais voilà, c'est juste, il n'y a pas vraiment plus d'informations. Il sera normalement à 45 watts, il me semble. Il y en aura peut-être aussi peut-être un 25 watts, mais bon, à voir. Ensuite, une petite news de hardware. Alors, j'ai surtout pris cette news pour parler d'un truc important, mais je vais juste présenter vite fait. Donc, Nvidia a teasé la RTX 2080 Kingpin. Donc, Kingpin, c'est un overclocker, si vous ne savez pas, qui est du coup... qui a énormément de records. Si vous allez sur pas mal de benchmarks avec des Hall of Fame, donc juste des trucs qui montrent les gens qui ont les plus hauts scores, vous verrez souvent le pseudo Kingpin. Donc, il a même fait, pour information, un système de water cooling techniquement. Enfin, c'est pas vraiment un water cooling. Il a fait l'équivalent d'un système de water cooling, mais qui utilise du nitrogène, je crois, refroidi. Et du coup, ça lui permet de faire de l'overclocking pendant des heures s'il veut. Alors que l'ancienne méthode, il fallait verser de l'azote ou autre chose dans un gobelet vraiment, enfin dans un godet plutôt, pour refroidir, et puis il fallait jauger, tout ça. Là, lui, il a le système qui règle automatiquement, il est tranquille. Donc c'est pour dire à quel point il est assez hardcore. Du coup, les Kingpin Edition des RTX 2080 Ti, c'est des cartes faites pour l'overclocking. C'est même pas fait pour l'overclocking, genre vous la mettez dans votre PC, vous overclockez. Non, c'est fait pour vous la démonter, vous mettez un truc d'azote liquide par-dessus et vous faites du vrai overclocking. Donc il y a beaucoup de gens qui s'amusent à les acheter parce qu'ils se disent « Oh, je vais gagner 5 FPS dans les jeux », basiquement. Mais au final, ouais, c'est pas vraiment pour monsieur tout le monde, c'est plus pour des gens extrêmes. Ce que je voulais parler surtout au final, c'est que l'un des problèmes avec les RTX, et qui a commencé c'était avec les GTX 980 que ça a vraiment commencé, c'est le fait que Nvidia, chaque génération, continue de restreindre l'électricité, l'énergie que peut prendre un GPU pour justement l'overclocking, et du coup force le GPU à ne pas avoir forcément un très bon overclocking. Donc vraiment, il est restreint en fait pour éviter que... en réalité, si par exemple la RTX 2080 Ti était totalement déverrouillée, comme sera certainement le cas cette Kingpin, vous pourriez aussi bien la monter à des fréquences tellement hautes que quand la RTX 2180 ou la RTX 3080, certainement 3080, sortira,
eh ben, elle aura moins d'intérêt parce que juste cette carte sera tellement overclockée que ça baissera un petit peu son intérêt. Donc Nvidia fait un peu ça pour littéralement sauvegarder des parts de marché. C'est aussi pour, par exemple, si vous avez une RTX 2080 non TI, si vous pouviez l'overclocker, vous pourriez compenser le fait que ce soit pas une TI, par exemple. Ce qui est très utilisé en processeur, par exemple, avec AMD. Si vous prenez, par exemple, un Ryzen 2700, vous pouvez l'overclocker et basiquement avoir un Ryzen 7 2700X sans le payer. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, il restreint de plus en plus. Et je voulais surtout en parler de ça parce que c'est un peu problématique et c'est un peu salaud, on peut le dire. Hein. C'est vraiment un peu salaud. En parlant d'ailleurs de processeur Ryzen, une petite news. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui surfacent en ce moment à propos des derniers Ryzen qui vont devoir sortir certainement, selon moi, avril-mai, début d'année prochaine, qui seraient du coup les 3700X, 3600X et tout, en tout genre. Et les rumeurs viennent du fait, notamment, enfin, le gros des rumeurs est parti quand AMD Epic est sorti, enfin, quand AMD Epic est sorti, non, quand AMD a annoncé Epic Rome, qui est les nouveaux processeurs de serveur, qui monteront, je vous rappelle, 64 cœurs par processeur, 128 threads, et vous pourrez en mettre 2 sur la même carte mère. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à spéculer, donc j'en parle surtout pour... À chaque fois, quand quelque chose n'est pas sorti, toujours être en mode prenez avec un grain de sel, il n'y a pas vraiment plus d'informations. Évidemment, on peut spéculer facilement. Par exemple, quand AMD a présenté les Epic ROM, ils ont clairement indiqué des choses comme que c'était gravé en 7 nanomètres. Donc on sait que les prochains Ryzen seront gravés en 7 nanomètres. Ça, c'est facile, vous voyez, c'est genre, oh, on a déjà l'information, on peut juste la retranscrire là. Une autre truc, c'était que les CCX, c'est... En gros, je vous rappelle que Ryzen l'architecture de Ryzen utilise des sortes de modules où vous avez plusieurs cœurs dessus. Et puis ces modules sont sont mis ensemble pour faire des processeurs. Et dans un de ces modules, vous avez même une sous-séparation encore qui fait que, par exemple, les processeurs Ryzen sont mis ensemble par 4 cœurs. Donc, c'est-à-dire qu'un Ryzen 7, Ryzen 7 classique, il a 2 modules de 4 cœurs en quelque sorte qui composent le vrai processeur Ryzen. Et puis, par exemple, les processeurs Epic ou les processeurs Threadripper utilisent plusieurs de ces processeurs qui sont encore une fois un peu comme des modules. Même là, c'est carrément des processeurs physiques en réalité. Et du coup, ils en mettent plusieurs l'un à côté de l'autre pour avoir encore plus de cœurs. Du coup, apparemment, ces prochains processeurs de chez AMD, justement, vu l'augmentation du nombre de cœurs, il y a beaucoup de gens qui spéculent, et ça pourrait être logique, que ces modules soient passés à 8 cœurs. Donc, ça veut dire que, première bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y aura moins de dégradation de performance due à la mémoire RAM ou autre chose. Donc ça, c'est des spéculations logiques qui... ça va. Après, il y avait des spéculations un peu moins logiques. Par exemple, il y a des gens qui partent du principe qu'ils vont être à 4,5 GHz de base et qu'ils vont pouvoir s'overclocker, enfin, ils vont turbo à 5 GHz ou je sais pas quoi. Je suis en mode, une minute, attendez une minute. Ce serait génial hein, si c'était le cas, mais ça me semble être un peu trop beau pour être vrai. Il y a même des spéculations comme quoi ils sortiraient des processeurs 16 cœurs et tout ça. Il y a même des trucs qui ont commencé à montrer des prix où ils sortiraient un processeur 8 cœurs pour 200 €. Non, juste calmez-vous 5 secondes. Bon, techniquement, vous pouvez acheter un processeur 8 cœurs pour 200 € chez AMD si vous prenez un des Ryzen 7 1700. Je tiens à le préciser. Mais bon, calmez-vous 5 secondes. C'est des énormes spéculations. Ce que je vous dirais qui va surtout arriver, c'est que ces nouveaux Ryzen seront plus performants de base, même à la même fréquence, parce que forcément, ils sont gravés ils ont amélioré des choses dans l'architecture pour que ce soit meilleur niveau performance. Ils auront... Il y a encore une notification, je te jure. Ils auront du coup, ça m'a perturbé cette notification. Ils auront certainement un meilleur overclocking, une meilleure fréquence de base, forcément, parce qu'ils sont gravés en plus petite... en une gravure plus fine. Donc peut-être que là, ils auront une fréquence de base qui sera à 4 GHz, 4,1 peut-être GHz, et qui pourront turbo jusqu'à 4,6 certainement. Mais il ne faut pas commencer à spéculer, à se dire « ouais, ils vont turbo jusqu'à autant ou je ne sais quoi ». Non. Prenez avec une pincette, restez logique dans tout ça. Il y aura des meilleures fréquences, il y aura des meilleures performances, mais commencez pas à partir du principe que ça va littéralement genre décoller dans le ciel et faire des arcs-en-ciel ou je ne sais quoi avec une licorne. Parce que basiquement, il y en a qui sont en train de spéculer comme ça. Donc ouais. Dans tous les cas,
le meilleur pour tout ça, c'est de tout simplement attendre. Donc on attend et on verra bien ce que ça donnera en début d'année prochaine. C'est la meilleure chose à faire pour tout ce qui sort, que ce soit carte graphique, processeur, console de jeu, smartphone ou je ne sais quoi. Tant qu'on n'a pas plus d'informations, ça reste juste des rumeurs. Et il y avait aussi une autre rumeur, tant que j'y suis, sur des RX 3000, qui est assez abusé. Ouais, d'ailleurs, il compose aussi les rumeurs sur le Ryzen qui sera à 5 GHz, 16 cœurs et tout ça. Peut-être, hein, j'en sais rien, ou peut-être qu'ils vont aller jusqu'à 12 cœurs, qui sait, je ne sais pas. Mais là, la rumeur concernait surtout des RX 3060, 3070 et 3080, ce qui ressemble énormément à une certaine marque, j'ai envie de dire. Ce qui, en réalité, ça pourrait être probable. Pour la simple et bonne raison que AMD a fait la même chose avec Intel. Pourquoi ils ne feraient pas la même chose avec Nvidia? Genre, pourquoi ils ne feraient pas la même chose avec leur carte graphique, à copier le nom des cartes graphiques? Même si, selon moi, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Du coup, la rumeur vient du fait qu'apparemment, ils referaient certaines des cartes existantes, donc par exemple la Vega 56 et tout ça, avec une nouvelle architecture, basiquement. Enfin non, ce serait carrément une nouvelle architecture qui serait Navi 12, je vous rappelle, et qui du coup permettrait d'avoir les performances d'une Vega 56 pour 200$ ou d'une Vega 64 pour 250$. C'est des énormes rumeurs. Franchement, c'est des énormes rumeurs. Il n'y a aucune base là-dessus. Donc, franchement, enfin, je veux dire, il n'y a qu'une chose à faire. Wait and see. Enfin, c'est vraiment ça. Il faut attendre et on verra bien si c'est le cas. Si c'est le cas, génial. Franchement, génial. Si c'est pas le cas, ben, tant pis, là. Je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, quoi qu'il arrive, attendez, parce que juste, il n'y a aucune vraie information pour le moment. Je peux faire la même chose, ok. Pour faire une rumeur, il faut juste prendre des brides d'informations qui existent déjà sur un produit, ok. Et puis après, il faut rajouter des spéculations qui peuvent être logiques, mais qui sont un peu genre qui font rêver les gens. C'est comme ça qu'on fait une bonne rumeur. Donc par exemple, moi je fais la rumeur comme quoi AMD va sortir un nouveau processeur Threadripper. Ce processeur Threadripper aura 64 cœurs. C'est logique, ça c'est une bride d'information qu'on a déjà, vu que les prochains AMD EPYC auront 64 cœurs. Donc vous voyez, on prend quelque chose qu'on sait déjà. Et puis ils iront jusqu'à 4,2 GHz. Ça, on peut le spéculer parce que la fréquence a augmenté ces derniers temps avec les nouvelles générations de processeurs Ryzen. Et puis je vais dire que ça turbo jusqu'à 5 GHz. Et là vous allez dire, ah mais c'est possible, Intel sait le faire, donc peut-être que AMD le fera avec sa nouvelle architecture. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait des rumeurs. Mais au final, tout ce que je vous ai dit là, je viens juste de le sortir de nulle part en fait. Donc ouais, toujours reprendre avec des pincettes. En parlant de pincettes, l'Ethereum, oui c'est vraiment ça, l'Ethereum a basculé sous la barre des 100$, et du coup il a chuté de 93% depuis janvier. C'est la même chose avec le Bitcoin pratiquement. Le Bitcoin par exemple est à 4000$, il me semble, 3-4 000$, quelque chose comme ça. Il a énormément chuté aussi, pas autant que l'Ethereum, mais il a pas mal chuté. Donc il semblerait oui que notre petite bulle de cryptocurrency commence à un petit peu montrer ses limites. Enfin franchement, qui s'y attendait pas? Je veux dire, ça, on le sentait à 3 km. Le truc principal, c'est que l'un des trucs... alors, évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fuck les établissements, on veut notre propre monnaie, tout ça. Ok, je ne parle pas de ça, ok? Moi, je parle juste que une monnaie classique, par exemple l'euro, le dollar, le yen, n'importe quelle monnaie, a une force derrière. Il y a quelque chose derrière qui maintient cette monnaie jusqu'à un minimum, un strict minimum. Par exemple, l'économie européenne, même si elle va un peu mal, est une garantie pour l'euro. Vous voyez, l'euro ne pourrait jamais diminuer en dessous d'un certain stade parce que juste il y a l'Europe derrière, basiquement. L'Europe a énormément de propriétés, il y a énormément de banques et tout ça. Il y a juste énormément de choses derrière. Le truc avec le Bitcoin, c'est qu'il n'y a rien. Vraiment, enfin, on va être très honnête. Il n'y a que dalle. Qui est-ce qui empêche tous les gens qui possèdent des bitcoins à l'heure actuelle de tout vendre? Bon, en réalité, ce qui les empêche, c'est que personne ne les achèterait, évidemment, mais il n'y a aucune garantie derrière. Donc, cette incertitude a fait que beaucoup de gens qui ont acheté des bitcoins, de l'Ethereum et tout ça, a fait que, ok, ça a explosé,
Mais maintenant que c'est incertain, ben, les gens les vendent tant qu'ils peuvent, en fait, tant qu'ils pourront récupérer une partie de leur argent, ou tant qu'ils pourront faire de l'argent, parce qu'ils avaient peut-être acheté à une époque où ça coûtait beaucoup moins cher, ils le vendent maintenant. Parce qu'ils se disent, ben, j'ai pas envie de payer de ma poche, en gros. Donc, ça n'arriverait pas avec une monnaie plus classique, parce que une monnaie classique, derrière, aurait tellement de trucs derrière qu'elle ne varierait à peine. Ça veut dire qu'aussi elle ne varierait à peine dans le négatif, mais à peine aussi dans le positif. Donc c'est à double tranchant, en quelque sorte. Donc ouais, dans tous les cas, ça semble être un petit peu la fin de cette vague, on va dire, de cryptocurrency. Ne partez pas du principe que c'est fini. Je suis pratiquement sûr que ça va repopper, à mon avis, peut-être 2020, 2019, peut-être fin 2019. Ça dépend, ça pourrait popper à cause des cartes graphiques qui sortiraient dans le futur, à cause de n'importe quelle nouvelle, franchement. Ça peut toujours arriver. Donc, ne partez pas du principe que ça en est fini. Mais par contre, vous pouvez partir du principe que pour le moment, c'est fini. Et que du coup, évidemment, derrière, les cartes graphiques ont commencé à diminuer de prix. Il y a plus de stock au niveau des cartes graphiques. Il y a plus de ventes d'occasion de cartes graphiques. Ça, c'est plutôt intéressant. Faire attention toutefois à prendre des cartes qui ont trop tourné pour miner des bitcoins. Enfin, vous minez pas des bitcoins. Pour miner de l'Ethereum, justement, ou autre cryptocurrency. Faites juste attention. Mais globalement, ma foi, si vous êtes gamer PC et que vous en fichez des cryptocurrencies, réjouissez-vous. Et enfin, une petite dernière news, c'est au niveau de SpaceX qui, comme l'indique le titre, après 26 lancements, après 26 lancements à faire atterrir sans problème leur booster de la Falcon, enfin leur Falcon 9 basiquement, ils ont eu un accident. Donc ça, c'était justement le live, non, c'était l'autre live. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait un live le jour même de la sortie d'un Texama Show. Finalement, ça avait été repoussé d'un jour, pour information. Donc ça s'est bien passé. Ils ont réussi à lancer un booster pour la 3e fois et à le faire atterrir pour la 3e fois. GG SpaceX. Mais là, c'est un lancement qui est arrivé un peu plus de 24 heures après, même beaucoup plus que 24 heures après. En réalité, ils l'ont aussi repoussé d'un jour, en réalité. Où c'était un lancement pour la station internationale, un lancement pour approvisionner la station, pour amener des tests scientifiques et tout ça. Et quand le booster, voilà, on a l'image ici, quand le booster a atterri, il a commencé à partir en vrille comme ça, vraiment genre dans tous les sens. C'est dû au fait que si vous regardez la grid fine à droite, qui est basiquement ces grids fines, c'est des petites ailes en quelque sorte, parce que le booster va tellement vite que même si c'est plutôt petit, ça fait la taille d'une personne pour information, ça, plus ou moins, ça fait 1m50 je crois. Même si c'est plutôt petit par rapport à une vraie aile, il y a tellement d'air qui passe dedans que ça agit assez bien comme une aile. Du coup, il y en a un qui a... En gros, c'est la pompe qui contrôle ça derrière qui a bugué. Enfin, il y a eu une perte de pression et il n'arrivait plus à contrôler ça. Et donc, il est parti en vrille. Et malgré ça, comme vous pouvez voir, il s'est plutôt bien rattrapé. Alors, par contre, il n'a pas pu atterrir là où il devait atterrir, ce qui veut dire sur Terre. Mais il a atterri là où normalement ils visent par défaut quand ils atterrissent, par information, quand les boosters, quand ils reviennent sur Terre de chez SpaceX, visent toujours l'océan à côté de là où ils vont atterrir, que ce soit sur la barge ou que ce soit sur un atterrissage sur le sol. Ils visent toujours l'océan à côté et une fois qu'ils sont tout à la fin de la procédure d'atterrissage, quand ils rallument le moteur pour faire vraiment les derniers centaines de mètres, c'est là qu'ils dévient la fusée et la font atterrir sur le sol ou sur la barge. Donc, au final, malgré l'accident, elle a atterri là où elle devait atterrir selon s'il y avait un problème. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, l'atterrissage, c'était juste bonus. Ils ont réussi à lancer leur truc dans l'espace et tout ça. Il n'y a eu aucun problème là-dessus. Et du coup, autre bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait un fail comme ça sur quelque chose de moins important, parce que ça, c'est pareil, hyper important. Comme ça, ils vont pouvoir voir ce qui a posé le problème et le corriger le problème, et pour les futures missions, ne pas avoir d'autres problèmes comme ça. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est à voir à quel point ça s'est rattrapé. On voit aussi, vous voyez là, la flamme comme ça. Ça, c'est le moteur qui est en bas, s'amuse à tourner littéralement pour essayer de recorriger le fait que la fusée tournait sur elle-même. C'est assez impressionnant. Et vous avez aussi le fait que quand... là, c'est aussi un truc assez impressionnant, je trouve, c'est quand les pieds se dégagent. J'ai l'impression que le changement de centre de gravité à cause des pieds qui descendent d'un coup, ça a forcé la fusée à se restabiliser encore un petit peu plus. Et puis hop,
Là, ça fait plein de vapeur d'eau parce que basiquement, vous avez une flamme à je ne sais combien de degrés qui à la surface de l'océan et il atterrit sur l'océan et puis tombe. Pour information, on a une autre vidéo d'ailleurs ici. Un petit peu, on le voit un peu mieux ce qui arrive. Le booster est cassé au-dessus, donc la partie dessus, vous voyez, la partie sombre au-dessus est en partie cassée, tout ça, donc il y a peu de chances qu'il fasse revoler. Par contre, ils vont réutiliser évidemment des pièces dessus. Une pièce qu'ils pourraient utiliser, c'est les grid fins, justement, les petits trucs là sur le côté. Ils vont les réutiliser à coup sûr, parce que ça coûte hyper cher et que c'est pas très compliqué de les réutiliser. Peut-être qu'ils vont réutiliser certains moteurs, mais globalement, ce booster va être certainement démonté pour voir d'où il y a eu un problème et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais ce problème. Donc voilà. Du coup, je voulais en parler parce que c'était la première fois depuis... Alors, ils disent depuis 26 fois, mais en réalité, c'est pas le cas parce que pour Falcon Heavy, qui était techniquement un vol de test, donc ça ne compte pas totalement, mais bon. Pour Falcon Heavy, le booster principal aussi s'est crashé dans l'océan, je vous rappelle, donc... Voilà, à prendre aussi encore une fois avec techniquement une pincette. Selon le point de vue que vous avez, c'est soit après 26 fois ou après genre... Je ne sais même plus combien depuis le Falcon Heavy, ça doit être 15 fois, quelque chose comme ça, je ne sais même plus. Donc ouais, dans tous les cas, c'est pas hyper grave et on verra bien ce que ça donnera. Il y a aussi d'autres petites news au niveau de l'espace, il me semblait qu'il y avait des trucs plutôt intéressants. La Chine qui continue de préparer son lancement vers la face cachée de la Lune. Il y avait aussi Electron, les petites fusées justement en carbone composite qui sont faites en Nouvelle-Zélande, ont programmé leur 4e lancement. Donc ça c'est plutôt cool de voir ça. Et c'est à peu près tout. Il y a aussi SpaceX qui a lancé une fusée pour information avec 64 mini-satellites CubeSat dedans. Ça c'était il y a quelques temps. Mais ça, c'était quand même plutôt cool aussi comme news, donc je tenais à le préciser. Voilà, c'est un peu... Il y a plus de news niveau espace et tout ça, mais vous avez des chaînes plus spécialisées que je vous recommande de toute manière. Moi, je suis plus là en mode... mode mainstream, vous voyez, genre qui est en mode, hey, regardez des trucs cool, mais de loin quand même, parce qu'on va pas rentrer en détail plus que ça. Maintenant, le petit segment rapide où on lit un petit peu les commentaires. Il y a... C'est François, voilà. François, ok. Qui a parlé de... Alors... Je tiens à le préciser, donc j'avais parlé de TV, enfin non, j'avais même pas parlé de TV en réalité. J'avais parlé d'écran LED, j'avais dit qu'il y avait 2 gros constructeurs d'écran LED au monde, il y avait LG et Samsung. Donc, je parlais pas vraiment de TV en réalité ici, enfin j'ai dû te donner l'exemple de TV rapidement, mais je parlais surtout de téléphone et Samsung utilise réellement techniquement des écrans LED dans leur téléphone. Bon, ils ont beau appeler la technologie comme ils veulent, basiquement ça reste un écran LED selon moi. Évidemment, chacun son interprétation. Donc, je ne parlais pas vraiment de TV, mais oui, il faut le préciser. Samsung avait eu des problèmes. Justement, c'est ironique quand même, mais Samsung a fait des très bons écrans LED pour téléphone. Mais par contre, pour les TV, ils ont eu un peu des problèmes. Et contrairement, LG a eu des problèmes sur téléphone, mais a fait des très bons écrans pour TV. Donc, c'est assez marrant de voir ça. Mais du coup, oui. Voilà. Il y a plein de technologies qui existent là-dessus. Peut-être une future vidéo là-dessus pourrait être intéressante pour parler des différentes technologies, que ce soit LED, plasma, OLED, QLED, micro-LED, quantum dot, tout le tralala, parce qu'il y a énormément de trucs. Ça pourrait être intéressant. Oui, je suis abonné à PewDiePie. D'ailleurs, abonnez-vous à PewDiePie pour qu'il puisse battre T-Series, évidemment. Honnêtement, je trouve que PewDiePie fait... Alors, je regarde pas toutes les vidéos de PewDiePie, je suis très honnête, mais je trouve qu'il fait un bien meilleur contenu maintenant qu'il ne faisait v'là 4 ans. Clairement. Alors, il y a aussi quelqu'un, enfin Corentin, qui demandait justement pour un Discord Texama. J'ai techniquement Discord Texama. Il faudrait peut-être que je fasse une partie publique dessus. À voir, je ne sais pas. Éventuellement, je pourrais plutôt faire une partie Texama. Il y a une partie techniquement Texama d'ailleurs sur mon Discord public Aurélien Sama. Mais c'est juste que je n'ai pas encore utilisé techniquement pour faire des trucs pour Texama. Donc peut-être dans le futur, peut-être pas, je ne sais pas trop. Peut-être des libres antennes, je ne sais pas trop. On verra bien. RIP tous ceux qui ont acheté une 2080 Ti. Pas vraiment. Il y a une rumeur comme quoi la... Non, c'est même pas une rumeur. C'est à peu près validé, mais je retrouve plus la news d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je peux plus l'inclure. Mais j'ai vu quelque part que cette nouvelle Titan coûterait 2500$. Donc techniquement pas vraiment RIP. Genre vraiment pas du tout RIP. Ah, puis il y avait le sujet qu'on avait parlé des voitures autonomes. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais une update rapide à ça, c'est que Waymo, c'est une compagnie Google, pour information, qui est la compagnie la plus avancée au niveau voiture autonome.
a finalement pas mal de problèmes, qui fait que ils peuvent pas vraiment avoir des voitures full autonomes, ils sont obligés quand même d'avoir un être humain derrière, au cas où il se passe quelque chose. Les plus gros problèmes semblent être le fait d'interagir avec le trafic humain, en fait. Genre, par exemple, pas le trafic d'êtres humains, le trafic humain, ok? Je tiens à le préciser. Par exemple, si vous avez sur l'autoroute, quand il faut changer de voie, un être humain, ben, au début, il va être plutôt tranquille, il va essayer, puis si ça marche pas, ça va pas. Puis à force, il va être agressif pour vraiment rentrer dans la voie où il doit aller. Par exemple, s'il doit sortir de l'autoroute. Une machine ne peut pas vraiment faire ça pour le moment, et surtout une machine ne veut pas prendre le risque de causer un accident et du coup être responsable. Et surtout aussi, c'est si un automobiliste humain sait que c'est une voiture autonome, il va en profiter quelque sorte, parce qu'il sait que la voiture autonome réagit selon des choses logiques, vous voyez. Elle va automatiquement arrêter de se mettre dans une nouvelle ligne si quelque chose l'empêche d'y aller. Donc, à cause de tout ça, en fait, les voitures autonomes semblent être un petit peu plus lointaines qu'on ne le penserait, même si selon moi, elles ont toujours été relativement lointaines, enfin pas relativement lointaines, mais selon moi, on n'aura pas de voiture autonome, full autonome avant une dizaine d'années, ce qui est quand même pas très long en réalité, mais à l'échelle de ce que certaines compagnies pensaient, il y a certaines compagnies, pour eux, dans 2 ans, il y a des voitures full autonomes, vous voyez. Je suis pas totalement convaincu, personnellement, mais pour beaucoup de gens qui ont moins de 30 ans, 10 ans, c'est totalement dans votre cycle de vie, ça va arriver dans votre vie, donc pour moi c'est pour ça que ça reste un sujet très important, même si peut-être moins proche qu'on ne le penserait. Je pense que l'automatisation arrivera plutôt dans les endroits où on a tout contrôlé, les usines et tout ça, c'est déjà le cas techniquement, mais genre beaucoup plus. Mais bon, il y avait une question aussi intéressante, c'est la dernière truc que je prendrai pour ces commentaires-là. Si je n'ai pas lu, en tout cas en vidéo, votre commentaire, n'hésitez pas à peut-être le reposter si vous avez une question intéressante. C'était au niveau de quelqu'un qui avait une GTX 1080 Ti qui n'avait qu'une utilisation de 50% de sa carte graphique dans un jeu comme GTA V. Alors, GTA V est l'un des mauvais exemples en réalité de... Enfin, c'est un bon exemple de justement ce qui t'arrive. C'est le fait que GTA V est un jeu très dépendant du processeur. Ça veut dire qu'actuellement, il y a de fortes chances que ta GTX 1080 Ti soit limitée par ton processeur. C'est peut-être dû au fait que tu joues à une résolution pas non plus incroyable et que du coup le jeu a facile à tourner. Et aussi du coup que le processeur derrière n'arrive pas à suivre pour offrir suffisamment de performance derrière pour suivre. Donc je sais pas ce que tu as comme processeur, mais il y a de fortes chances que ce soit ça. Après, évidemment, ça pourrait arriver peut-être que tu n'as pas le dernier driver ou autre chose. C'est plutôt rare que si tu as le 1090, je pense que tu sais quand même aller installer les drivers, mais on ne sait jamais. Mais ouais, ça pourrait venir du processeur. Un moyen de fixer en partie ça, ce serait techniquement d'overclocker le processeur, déjà. Ou alors, si tu joues à plus haute résolution, bizarrement, tu vas aussi bien avoir le même FPS, mais dans une meilleure résolution, et ta carte graphique sera plus utilisée. Donc ouais, c'est un peu bizarre, mais ça arrive. Par contre, si tu as des utilisations encore plus basses de GPU, fais attention, c'est peut-être que tu as peut-être un problème ou autre chose. Faire attention aussi que des fois GTA a du mal si c'est installé sur un disque dur, tout ça, ça peut réduire un petit peu les chargements. Comme il y a du chargement en permanence, ça peut réduire le FPS, vu qu'il doit charger en permanence des éléments sur la map et tout ça. Mais sinon, ça globalement, ça vient certainement du CPU. Peut-être aussi ta RAM qui fonctionne pas à la plus haute fréquence qu'il pourrait, ça peut arriver aussi, mais moins que juste le CPU. Donc ouais, c'est basiquement un bottleneck de CPU. Enfin bref, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. C'était le Texama Show de la semaine dernière, ça. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau Texama Show. Je vous dis salut à tous.